Gestion immobilière Faleschini-Mercier, entreprise d'investissement et de gestion immobilière bien établie à Québec et Lévis, est en pleine croissance. Nous gérons près de 2000 logements et poursuivons notre développement pour assurer un service durable et de qualité. Nous sommes à la recherche de gestionnaires immobiliers, d'agents de location et d'adjoints administratifs motivés. Joyeux une équipe solide, humaine et ambitieuse. Faites carrière avec Gestion immobilière Faleschini-Mercier dès maintenant en appliquant au 418-658-0404 ou au groupe mercini.com. Bienvenue au Proprio Podcast, le rendez-vous des passionnés d'immobilier multirésidentiel et commercial où on dit les vraies affaires. Des chroniqueurs, des invités, des discussions franches, nos opinions sans filtre. Pour les investisseurs, développeurs, promoteurs et proprios engagés. Animé par Michael Faleschini et Karine Mercier. Le Proprio Podcast où l'on parle immobilier. Alors, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du Proprio Podcast, toujours en compagnie de Michael Faleschini et évidemment Roxane Bédard, qui est notre nouvelle co-animatrice. Salut Roxane, ça va bien? Ça va très bien, toi? Bien sûr, ça va super bien. Content de faire un deuxième épisode dans ta compagnie. Aujourd'hui, on parle d'un sujet tabou. Non, c'est pas vrai. Pas si tabou que ça, mais tu sais, d'un sujet quand même touché. On parle d'investissement passif, investir passivement, de partenariat, comment que... Qui met l'argent, comment qu'on fait les parts. Ça, aujourd'hui, pas qu'on démystifie tout ça, mais on parle d'un cas avec un investisseur passif, d'un cas précis, puis on va parler comment qu'on voit les choses, comment Patrick, notre invité, voit les choses. Donc, Patrick Cartier, qui est investisseur passif, entre autres, qui fait plusieurs choses, tu vas pouvoir nous parler de tout ça. Donc, salut Patrick, bienvenue au podcast. Salut, merci de me recevoir. Bien sûr. Fait que juste avancer un petit peu plus, okay. Ça va être parfait. Écoute, fait que c'est ça, dans le fond, aujourd'hui, on a décidé de t'inviter, puis on s'était jasé ensemble, tout ça, parce que tu as investi depuis peut-être 1 an et demi avec nous autres, avec Groupe Mercini, notre compagnie d'investissement. Puis, tu sais, toi, tu as vraiment la vision du gars qui investit, fait que, tu sais, puis tu as travaillé dans l'investissement, fait que là, tu vas nous en parler. Fait que ça va être intéressant de voir un petit peu ta vision puis ton approche par rapport à ça. Dans un monde où l'immobilier, je pense qu'on est rendu qu'on n'a plus le choix d'investir en partenariat. Donc, il y a plusieurs façons, investisseurs passifs, actifs, tout ça. Mais c'est un monde où on a besoin d'aller lever des fonds, qu'on a besoin de se regrouper pour acheter parce que c'est rendu tellement cher, tellement dispendieux. Fait qu'avant de commencer dans le crunchy, tu peux-tu nous parler un petit peu plus de ton background perso, autant au niveau professionnel qu'investissement? Yes. Père de famille. Amoureux de plein air. Un enfant, deux? Un OK. enfant, 3 ans et demi. Amoureux de plein air, apprenti pilote. Ah oui, OK. Puis sinon, j'essaie de me tenir en forme. Oui, ben ça t'as l'air à réussir mieux que moi. En tout cas. Je travaille moins, je pense. À ce niveau-là. Écoute, tu as commencé dans l'immobilier. Ben, en fait, je sais que tu as des chambres pour des étudiants. Tu as touché un petit peu à ça. Ouais. Tu as acheté un immeuble aussi, plus dans les années 2020, je pense, pré-pandémie, quelque chose comme ça. La journée de la pandémie. La journée, bon, ben, peux-tu nous parler premièrement un petit peu de ça? C'était ta première expérience vraiment en immobilier multirésidentiel. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui. Ben, tu sais, dans le fond, moi, j'ai toujours voulu avoir de l'immobilier. T'sais, moi, de formation, je suis comptable agréé. Fait que, mis à part que j'ai un enfant, de formation, je suis comptable agréé. Ça, on l'a vu quand on s'est connus et qu'on t'a présenté un premier deal. On l'a vu. J'ai posé plein de questions sur les chiffres. Ça, c'est correct. Puis, ben, tu sais, dans ma pratique de comptable, j'ai vérifié, dans le fond, j'ai fait 6 ou 7 ans d'audit. Puis, tu sais, j'ai vérifié différents clients immobiliers sous différentes structures. Puis, ben, j'ai vu que c'est un domaine dans lequel il y a quand même énormément d'argent. Puis, je trouvais que les modèles d'affaires étaient intéressants. Fait que c'est comme le premier contact que j'ai eu avec l'immobilier, c'est ça. Puis après, ben, je me suis dit, il faudrait que j'investisse moi aussi. T'sais. Puis, souvent, on regarde des communards de ce monde là, qui est rendu Mac, là, mais puis tu dis, ils ont des centaines de bureaux puis d'immeubles. Puis, personne commence là. Tout le monde commence par un premier bloc, là, à moins d'en hériter de ta famille. Fait que là, je me suis dit, il faut que je me forme sur comment tu deviens investisseur immobilier. J'ai découvert Bigger Pockets, pour ne pas les nommer, qui est très... Puis là... C'était sous forme de podcast à ce moment-là? OK. Oui. C'est encore le cas, là, mais je veux dire... Oui. Puis là, j'ai appris tout le mindset de ces gars-là. Puis là, je me suis dit, bon, tu sais, il faut que je me lance. À l'époque, j'habitais à Toronto.
À Toronto, c'est impossible d'acheter de l'immobilier. À moins d'être vraiment riche, c'est impossible d'acheter un bloc. Même pour l'habiter, c'est c'est un autre game totalement. Ouais. Puis, ça a donné avec le temps où j'ai décidé de revenir au Québec. Puis, en revenant au Québec, je me suis dit, moi, je veux pas avoir une hypothèque. Puis, je voulais pas avoir besoin de payer une hypothèque. Fait que j'ai trouvé un duplex que je loue effectivement le sous-sol. Fait que ça a été ma première expérience. Où est-ce que tu résides présentement, là, c'est ça? Où est-ce que je réside présentement, exactement. Fait que ça a été ma première vraie expérience de signer mon premier bail en tant que propriétaire. Mais à ce moment-là, c'est ça, est-ce que tu te voyais faire ça plus à temps plein, immobilier? Parce que tu avais quand même une carrière assez établie ou c'était vraiment, tu voyais ça en sideline, mais à ce moment-là? Je voyais ça à ce moment-là, je voyais ça en sideline, puis moi, je me disais, on verra comment que ça évolue. Si ça devient une carrière comme toi, mettons, ben, tant mieux. Je pense qu'il y a des très belles carrières à avoir en immobilier. Bon, finalement, moi, c'est pas le chemin que ça a donné. Il faut que tu aimes le process aussi. Là, c'est quand même important là, parce que là, tu regardais l'institutionnel au début, tu dis, wow, on commence où? Mais entre l'achat du duplex puis l'institutionnel, il y a une bonne. Il y a un bon chemin à parcourir. Il y a un bon chemin. Il faut que tu l'aimes, ce chemin-là, parce que sinon, il va être long et il va être plate. Oui, exactement. Puis, moi, je suis pas nécessairement malheureux dans ma job. Je gagne quand même bien ma vie. Fait que, j'ai pas fait le step là, d'investir. Puis là, avec un enfant qui est arrivé, puis j'avais un petit peu moins de temps. Fait que mon premier contact, ça a été ça. Là, après, ça allait super bien avec mon logement en bas de chez nous, que c'est facile de s'en occuper. S'il y a de quoi, tu descends. Puis, j'ai choisi les locataires, fait que c'était des bons locataires. Puis là, je me suis dit, OK, je me lance, je m'achète un immeuble à revenus, mais un bloc. Puis là, j'ai acheté un 6 logements à l'ancienne Lorette, puis c'était la définition d'un bloc de BS. Mais je voulais absolument que les chiffres marchent. Moi, je l'ai dit, je suis comptable, c'était important que le cash flow fonctionne, puis tout. Je pense que le cash flow a plus tendance à fonctionner dans des immeubles moins attrayants que dans mon calme. Fait que, bref, j'ai acheté ça, puis là, j'ai vu c'était quoi être propriétaire immobilier. Je veux dire, des locataires qui me faisaient peur, littéralement. Un qui a fallu que je sorte avec la régie. Pour avoir un logement de la régie pour sortir quelqu'un, ça prend un méchant, tu le sais. Oui. Ça prend un cas. Quand la personne paye, c'est dur à sortir. Ouais. Si elle ne paye pas, c'est assez simple. Là, mais là, si c'est parce que le dossier est problématique, la police est là, il y a de la violence, tu sors de la drogue, là, c'est un autre paire de manches. C'était ça. Fait que, bref, ça a été toute une expérience. Puis là, ma blonde est tombée enceinte. Puis là, je me voyais avec mon bloc de BS. Puis le petit qui s'en venait. Puis j'étais comme, hey, non, ça marche pas. Ça, Puis, via Bigger Pockets, honnêtement, je dois vraiment beaucoup de mon éducation immobilière à Bigger Pockets. Il y avait des gars qui investissaient passivement. Puis j'étais comme, OK, ça, c'est peut-être plus un modèle pour moi. Puis c'est là que je me suis mis à regarder pour investir passivement. Mais c'est un mindset qui est complètement différent. C'est un process, parce que tu parlais de processus. C'est un process qui est complètement différent. Fait que c'est là que, éventuellement, on s'est rencontrés. Absolument, mais pour ton 6 logements, est-ce que finalement ça a été profitable? Est-ce que c'est. J'ai acheté dans le bon temps. Oui, c'est ça. Fait que tu as réussi, ça t'a fait quand même une belle première expérience. Belle, dans le sens que tu es sorti de là, tu as quand même réussi à faire de l'argent. Puis tu as compris beaucoup de choses, j'imagine, par rapport à l'immobilier. Ouais. Entre autres, tu as compris que tu voulais investir plus passivement, mais au moins, ça l'a été. Tu l'as vendu dans quelle année? Je l'ai vendu Écoute, j'ai acheté en mars 2020. Je passais chez le notaire la journée que le gouvernement du Québec fermait le Québec. C'était un vendredi. Ça, c'est pour l'acheter ou le vendre, ça? Pour l'acheter. L'acheter, OK. Fait que là, j'étais pas hâte d'aller rencontrer mes locataires parce que le Québec était fermé. Puis, j'allais revendre en 2022 à peu près. 2022-2023. En 2 ans, tu as eu le temps de savoir ce que tu voulais, mais tu as surtout eu le temps de savoir ce que tu voulais pas. Oui, exactement. Puis, je me voyais pas en avoir plus dans ma situation de. Que, comme tu dis, j'ai déjà une carrière, une famille. Parce qu'à un moment donné, il y a aussi de réaliser ses forces, ses faiblesses, puis de où est-ce que tu veux te concentrer. Toi, tu avais une carrière. Fait que, à un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Tu peux pas commencer à bâtir un système de prospection
développer une expertise immobilière, tout ça, en parallèle de ta carrière, puis d'être performant dans les deux. Fait que c'est un peu. C'est difficile. Oui. C'est dur de devenir bon dans quelque chose que tu n'es pas dedans à 100%. Là. Exactement. Un peu ce qu'on avait dit en pré-entrevue tantôt, c'est que soit que tu fais quelque chose à fond ou tu le fais en passe-temps. Puis si tu le fais en passe-temps, ça peut pas devenir. C'est dur de devenir bon. C'est dur de devenir bon, puis c'est dur de rendre ça un revenu de temps plein aussi. Là. Fait que... Tu sais, l'immobilier, c'est une business. C'est pas juste de l'investissement, c'est pas juste des immeubles. Là. En arrière de ça, il y a une business qu'il faut qu'il roule. C'est opérant, oui, c'est une business opérante. Exactement. Puis tu sais, de dire je vais devenir bon dans une business en le faisant à temps partiel, c'est quand même difficile. En tout cas, de mon expérience. Exactement. Puis moi, je parle tout le temps du parallèle, justement. Pour moi, puis Roxane aussi, dans ton volet investissement, pour moi, l'immobilier, c'est une business opérante. Mais pour toi, puis les partenaires avec qui qu'on investit, le but, c'est que ça soit passif. Moi, je veux que tu compares le fait d'être partenaire avec nous à investir en bourse puis à investir dans une entreprise privée. Je veux que ça soit le plus passif possible pour toi. Tout en respectant les règles aussi à ce niveau-là le plus possible. Fait que c'est pour ça que quand on dit l'immobilier, c'est actif, c'est passif, dans le fond, il n'y a pas de réponse à cette question-là, c'est que c'est les deux, ça dépend comment que tu le vis. Exactement. Puis, fait que toi, dans le fond, j'imagine que tu as investi un petit peu partout dans la bourse, etc. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu dis, OK, moi, je veux devenir, pas devenir investisseur passif, mais je veux faire l'investissement dans l'immobilier passivement. Pourquoi tu t'es dirigé vers là au final? Je sais que tu nous parlais un peu de tes 3 piliers d'un deal. Mais tu sais, peux-tu nous parler de ça un petit peu? Oui, bien, tu sais, pourquoi le faire passivement versus actif? Tu sais, je pense, les 3 piliers du deal, tu sais, capital, expertise, puis temps. Tu sais, pour racheter de l'immobilier, ça prend de l'argent, tu le sais. Ça prend une certaine expertise parce que l'opérer, tu sais, je veux dire, quand tu n'as qu'une maison, là, moi, je fais jamais venir le plombier chez nous. Là. Dans un bloc, tu fais venir le plombier. Puis là, mais il faut que tu fasses tes suivis quand le monde ne t'a pas payé. Puis, fait qu'il y a une expertise à opérer ça, à l'acheter, à le vendre. À structurer ton deal puis à financer ton deal. C'est sûr que tous ces volets-là, ça demande une expertise. Là. Exactement. Puis ça prend du temps. Puis ne serait-ce que de se bâtir le réseau aussi autour de ça. Tu as ta propre expertise. Mais tu as tout ton réseau de contacts, d'avoir le courtier hypothécaire, courtier immobilier, gestionnaire comptable. Exact, tout le réseau par rapport à ça. Fait que toi, autrement dit, tu avais du capital, mais peut-être que tu avais certainement moins de temps. J'avais pas de temps. Puis l'expertise, tu t'es dit, je vais mener un autre combat que d'aller la développer. Oui. Bien, tu sais, je pense que j'ai assez d'expertise financière pour le. Puis, tu sais, ça, moi, je pense que quelqu'un qui investit en immobilier et qui ne comprend pas les chiffres, c'est pas une recette à succès. Fait que, tu sais, ça, puis, tu l'as dit, je pose beaucoup de questions de ces chiffres. Tu sais, ce volet-là, je le comprends bien. Le volet de, tu sais, l'exploitation des day, c'est pas nécessairement là que j'ai le goût d'investir puis de me développer, dans le fond. Fait que, mais moi, le gros bout qui me manquait, c'était du temps. Oui, exactement. Tu sais, fait que là, autrement dit, tu sais, là, tu t'es dit, bon, prochaine étape, je veux investir dans l'immobilier, je ne vais pas le faire moi-même. Fait que ça a été quoi un peu le cheminement? Tu sais, est-ce que tu as. Tu sais, là, finalement, on s'est trouvés d'une certaine manière, on s'est rencontrés. Moi, ma question par rapport à ça, comment que justement vous êtes trouvés? Parce que là, est-ce que c'est toi qui s'est dit, bon, mais je vais trouver des gens qui veulent investir activement, mais en qui je vais faire confiance, ou c'est toi qui cherchais un partenaire puis qui l'a apporté? C'est ça. En fait, pour répondre à ta question, on s'est rencontrés à un déjeuner du réseau immobilier où c'était Jean-Pierre Dussault qui venait présenter sur. Je pense que le sujet, c'était genre trouver votre premier deal ou quelque chose comme ça. Quelque chose de même, oui. Puis moi, comme je suis souvent, je suis tout le temps au réseau immobilier pas mal. On s'est rencontrés comme ça, tu vas parler de ça. Fait que là, je rencontre Patrick, j'explique qu'est-ce que je fais, il m'explique qu'est-ce qu'il fait. Puis là, je dis, crime, il faudrait qu'on se reparle parce que nous, c'est ce qu'on fait, au-delà de la gestion. On achète des immeubles avec des partenaires qui mettent des fonds, etc. Fait que ça a cliqué comme ça. Puis, par contre, on en parlera plus tard, il a fait ses vérifications, ce qui est bien correct. Donc, c'est un petit peu, ouvertement, tu cherchais des gens avec qui investir passivement dans l'immobilier. Oui. Puis, tu sais, comme tout business, c'est une business de monde. Là. C'est pas une business d'immeuble. Non, une business de relation. C'est une business de relation. Fait que, tu sais, je me suis dit, je trouverais pas du monde. Moi, j'en avais pas dans, mettons, mes amis proches ou qui investissaient. Fait que
Ou, ben en fait, c'est pas vrai, j'en ai des amis proches qui investissent, mais ils ont déjà leur groupe, puis c'est correct. Puis fait que je me suis dit, il faut que je sorte de chez nous. Puis, justement, pourquoi je suis allé au déjeuner, puis finalement, ce déjeuner-là à 50$ va avoir été quand même pas mal payant. fait que oui, je cherchais ouvertement des gens qui investissent, puis Mike cherchait ouvertement des gens avec qui investir avec lui aussi. Puis il n'y a pas de honte à ça. À un moment donné, toi, tu veux grossir ta business, tu as besoin d'investisseurs, puis on en parlera tantôt de ça. Puis moi, j'ai des sous que je veux faire fructifier. À un moment donné, si tu n'en parles pas, ça ne va pas tomber du ciel. C'est beau le réseautage, mais c'est bon aussi de savoir qu'il faut que tu verbalises qu'est-ce que tu viens chercher. Ouais. Parce que trop de monde vont dans des réseautages sans nécessairement dire qu'est-ce qu'ils viennent chercher puis sans en discuter. Ouais. Puis si tu n'en parles pas puis tu ne dis pas ouvertement, ben moi, c'est ça, puis je cherche ça, ben tu le trouveras pas ton fit finalement. Là. Fait que verbalisons les besoins finalement. Puis, quand j'ai été accueilli, je me souviens plus si c'était toi qui m'avais accueilli ou quelqu'un d'autre. Puis que je suis allé le voir à côté des croissants. Moi, je me tiens souvent là. Puis on s'était... tu avais entendu, j'avais un pitch là, parce que le gars à laquelle m'avait demandé... on s'était présenté. Je pense que tout le monde, c'est ça. C'est vrai, ouais. Puis après, t'es venu me voir au croissant. Ouais, j'ai dit, lui, là... Puis... c'est ça, le gars m'avait demandé, comme qu'est-ce que tu viens chercher ici, c'est quoi qui t'amène? Puis j'étais comme, moi, je voudrais devenir investisseur passif. Puis, fait que oui, tu as un certain pitch de vente, puis après, pourquoi tu investirais avec moi plus qu'un autre? Là? Puis justement, par rapport à ça, toi, as-tu eu d'autres expériences avec certains groupes? Est-ce que je pense que tu nous disais que tu t'étais déjà fait présenter des opportunités par d'autres groupes. Ouais. Comment ça se passait à ce niveau-là? Dans le fond, que tu n'es pas allé de l'avant, mais tu sais, ça ressemblait à quoi un peu le deal qu'il proposait? Hein? Le deal dans le sens, pas l'immeuble, mais dans le sens, le package deal dans lequel tu t'embarquais si tu investissais avec eux. Oui, mais dans le fond, j'avais rencontré quelques autres groupes, puis c'est un peu la beauté de ça, c'est qu'il y a autant de façons de le faire qu'il y a de monde qui le font. Ouais. Fait il y en a que, la personne qui amène le deal, elle veut quand même mettre des sous. Puis je pense que c'est un modèle quand même intéressant parce que tu te dis, la personne est au bat, elle aussi. Ouais. Il y en a d'autres qui vont dire, moi j'amène le deal, mais je veux des investisseurs, puis on se split ça 50-50. C'est sûr que ça revient tout le temps un peu à un partage. Ça prend trois choses. Ça vient de l'expertise. Ça vient aux trois c'est là qu'il y a le temps, c'est là qu'il y a l'expertise, c'est là qu'il y a l'argent. Puis après ça, tu fais un départage de la tarte en fonction de l'investissement de chacun. Exactement. Si j'amène 100%, si j'amène les 3 piliers, j'ai 100% du deal. Ouais. Si j'amène pas les 3 piliers, je peux pas m'attendre à avoir 100% du deal. Fait que, puis dans le cas de quelqu'un qui investit activement avec des partenaires, il n'amène pas 100% du deal. Fait qu'il faut qu'il laisse une partie. Ouais. Puis en dedans de ça, là, c'est pas parce qu'il y a 3 piliers, parce que c'est pas une loi. Ils veulent pas 33, 33, pas 33. nécessairement 33, mais en fonction de l'expertise, comme ça fait combien de temps que tu fais ça, puis d'un client institutionnel que j'ai fait, j'en ai qui a des structures que... C'est quoi les formules les plus communes, mettons, que tu as vues? Parce que comme tu dis, il y a autant de formules qu'il y a d'investissement, mais j'imagine il y a quand même, à un moment donné, ça pointait vers de quoi un peu plus... qu'est-ce que tu voyais le plus, mettons, au niveau des parts, de la structure, tout ça? Il y a des structures, mettons, plus simples pour acheter des CIS, puis j'ai vu aussi, dans mes clients de comptabilité, des structures comme hautement sophistiquées. Mais on parle de monde qui détenait pour plusieurs milliards d'immobilier. Mais, mettons, mettons qu'on se rapporte plus dans notre réalité. Plus dans notre réalité. Puis les groupes que tu as pu étudier là, à travers les dernières années qui sont, mettons, à Québec ou au Québec. Là, ça va être souvent comme t'as une personne ou un groupe qui va amener le deal puis la gestion, puis une personne ou un groupe qui va amener les sous. Puis ça va être 50-50. Donc, autrement dit, mettons, le la groupe... formule simple. La formule simple, de base, classique. Ouais. Ça, c'est ce que tu as vu le plus, mettons. Donc, autrement dit, l'investisseur actif, le groupe immobilier amène le deal, fait la gestion, fait l'optimisation, tout ce qui est de l'opération par rapport à ça. L'autre personne amène les fonds.
tous les fonds, dans le fond, toute la mise de fonds, puis là, c'est 50-50. C'est ça qu'on parle? Ouais, ben, tu sais, ça dépend. Oui, il y a du 25-75, il y a un peu de tout qui peut venir se greffer autour de ça, mais le principe général. Il y en a qui vont mettre quand même une petite partie de cash, mettons. Pour dire, OK, je mets un montant, je me commets. Oui. Okay. Ouais. Mais, tu sais, la séparation des parts, elle va rester quand même 50-50. Ben, 50-50 ou. Ouais, c'est pas un 50-50, j'ai vu. OK. Puis, tu sais, parce que moi, j'ai eu plusieurs discussions avec différentes personnes par rapport à ça. Il y en a qui disent mais ça n'a pas de bon sens. Tu mets 100% de la mise de fonds, tu as juste 50%. Toi, tu mets rien, tu ne te commets pas. Moi, j'ai eu beaucoup, là, je me suis obstiné vraiment beaucoup avec des gens par rapport à ça. Puis, rendu là, chacun a sa façon de faire les affaires, puis c'est bien correct. C'est juste que c'est le fun d'en discuter puis de débattre par rapport à ça. Ouais. Fait que, toi, dans le fond, qu'est-ce qui fait que tu acceptes, mon Dieu, de mettre la mise de fonds au complet puis d'avoir 50% du deal seulement? T'es pas idiot, là. Il y a sûrement une bonne raison. Probablement que tu fais un rendement puis que tu comprends qu'est-ce qu'il y en a arrière de ça. Fait que, tu sais, c'est quoi, toi? Je pense que, tu sais, derrière ce que tu décris, selon moi, il y a une incompréhension. Tu sais, je l'ai dit, là, je peux pas. Tu sais, moi, ça fitait pas d'acheter des blocs tout seul. Fait que là, je peux avoir 100% de rien ou je peux avoir 50% de quelque chose. Fait que à la base, là, tu sais, je veux dire, le monde qui te dit ça n'a pas d'allure mettre la mise de fonds puis avoir juste 50%, mais fine, va t'en acheter un tout seul, un bloc. Là. Tu peux, il n'y a rien qui t'empêche. Mais après, si tu dis, non, j'ai pas le temps, OK, mais fait qu'il faut que, tu sais, moi, c'est comme automatique. Il faut que tu sois prêt. Si tu dis, je peux pas le faire tout seul, ben l'autre personne a le droit d'avoir quelque chose. Fait que la part de tarte aussi est mesurée par, c'est sûr qu'il y a tous tes autres facteurs aussi. Là, il y a le facteur rendement, il y a le facteur temps, il y a le facteur retrouver tes billes. C'est toutes des choses qui jouent dans le pourcentage de la valeur de l'argent aussi. Parce que si finalement ton horizon, là, c'est plus 5 ans, c'est 10 ans, ça te prend une plus grande proportion aussi parce que ton risque est plus grand. Fait que ça s'ajuste, ça se modélise en fonction des projets, j'imagine aussi. Là. Peut-être pas pour toi parce que peut-être toi, tu cherches tel type de deal, mais pour quelqu'un d'autre que c'est pas nécessairement le même deal qu'il recherche, tu vas demander plus. Là. Ben oui, puis tu sais, en fonction aussi du track record de la personne qui amène le deal, puis mettons d'un client hautement sophistiqué que j'ai vu, il y en a qui avaient différents fonds. Puis il y a à Québec, il y a quand même du monde qui sait ça. Là, oui. Mais vas-y, ouais. Mais tu sais, puis dans les différents fonds, il y avait un fonds de ça, c'est du buy and hold. Puis, tu sais, c'était des actifs comme de grande qualité, bien situés. Comme des portefeuilles en bourse, tu avais un portefeuille buy and hold un peu plus safe, puis tu avais un autre portefeuille qui était du développement, risqué, carrément. Là, on parle de monde qui construisent des tours à Toronto. Mais, tu sais, c'était pas les mêmes structures, c'était pas les mêmes rendements espérés non plus. Le portefeuille buy and hold faisait peut-être du, je sais pas, 12-15. Le portefeuille on achète un terrain puis on lève une tour de 50 étages. Il n'y a personne qui va accepter de financer ça pour faire du 10-12% de rendement. Donc, si tu étais pour retrouver ton argent dans 9-10 mois parce que tu sais que c'est un projet court terme, peut-être que tu vas demander moins aussi. Tout fait du sens. Exactement. C'est ça. Puis, tu sais, pour un peu boucler la boucle sur pourquoi on accepte un peu de faire du 50-50 en tant qu'investisseur passif et tout ça, c'est que oui, tu peux aller donner ton immeuble en gestion. Donc, tu t'en occupes pas en tant que tel. Mais il faut quand même que tu trouves l'immeuble, il faut que tu l'identifies, il faut que tu l'achètes, il faut que tu le finances, il faut que tu fasses la due diligence de l'acquisition. Fait qu'il y a un paquet, tu sais, c'est de la job pareil. Là, fait que, comme tu dis, c'est fine, tu peux aller l'acheter à 100% à toi, tout ça, mais là, il faut que tu ailles le trouver puis l'acheter. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on veut trouver et acheter un immeuble, quand on a un investisseur qui va embarquer dans le marché? On va sur Centris. Sinon, il faut se monter des listes, faire un réseau de contacts, contacter les propriétaires directement. Puis ça, je te confirme qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui le font. Il y a beaucoup de courtiers aussi qui le font. Donc, même dans le hors-marché, il y a une énorme compétition. Puis là, je parle du marché actuel. Ça n'a pas tout le temps été comme ça. Peut-être que ça ne le sera pas tout le temps. Peut-être que ça ne sera pas aussi... à un moment donné, il va peut-être avoir moins présentement, l'immobilier a la cote. Oui, c'est ça. C'est très, très compétitif. Fait que, à un moment donné, c'est sûr que ça va revirer de bord aussi. Exact. Fait que, écoute, maintenant, quand tu as trouvé, mettons, comme nous, exemple, on s'est mis en contact, tout ça, on t'a proposé des opportunités. Qu'est-ce que tu regardes, toi, quand que. Ben, premièrement, je pense que tu veux vraiment bien étudier les gens avec qui tu vas faire affaire. Ben oui, tu sais, on l'a dit, c'est une business de relations. Fait que, tu sais, l'humain est extrêmement important. Tu sais, si je mets 100 000, 200 000 avec, tu sais, dans le fond, je te
confie littéralement 100 000 ou 200 000 $. Je ne veux pas confier 100 000 ou 200 000 $ à un tout croche. Fait que, tu sais, la personne, es-tu trustable? As-tu une bonne réputation? As-tu, ben, comme je disais tantôt, là, un track record? Surtout que nous, on ne se connaissait pas. Si j'avais investi avec mon cousin que je connais depuis toute ma vie, ben, peut-être que le track record est moins grave. Tu te dis, ben, comme je veux l'aider, je veux l'encourager, mais là, nous, on ne se connaissait pas à l'époque. Je me souviens, tu avais identifié la seule personne qu'on avait en commun, je pense. Sur LinkedIn, sur LinkedIn ou Facebook. Je l'ai appelé. C'est ça. Ouais. Oui, moi, comme je voulais avoir confiance, puis je le sais, je suis gosseux au début. Je le deviens moins avec le temps. Parce honnêtement, je ne t'ai pas trouvé gosseux du tout. J'ai trouvé ça tout à fait correct. Mais les gros, les professionnels travaillent de même. Ouais. Je pense, le monde qui investisse passivement, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans des business, tu veux t'assurer que l'individu avec qui tu fais affaire, qu'on a un peu les mêmes valeurs, que je suis capable de te faire confiance. Parce que ça se peut que ça devienne dur. Ben, toi, ton due deal, tu le fais pas sa brique, puis tu le fais sa personne. Exactement. En tant qu'investisseur, ton due deal, c'est sa personne. Je pense que tu avais pris des références de gens qui investissaient avec nous, ça se peut-tu? Oui. Ouais, j'avais parlé, je pense à Claude qui effectivement. Avec qui tu as acheté, dans le fond, 2 fois finalement, c'était un hasard, on a acheté ensemble. Oui, c'est vrai. bien tombé. C'est vrai. Fait que oui, ton due deal, tu le fais sa personne. Moi, je run tout le temps les chiffres moi-même. Là. Moi, je fais pas confiance à personne. D'habitude, j'ai envoyé des fichiers PDF, mais là, Patrick, j'ai commencé à envoyer le fichier Excel. Fait que, puis un coup que j'ai confiance dans les chiffres, mais genre confiance dans personne puis dans les chiffres, genre confiance d'embarquer dans le deal. Pour le due deal, ça brique. Moi, je suis comptable agréé. Fait que j'ai aucune connaissance ça brique. On obtient des rapports d'inspection, on obtient des rapports d'évaluateurs. Fait qu'à un moment donné, les professionnels ont passé dessus. Là. Ben exactement. Puis la banque est prête à le financer. Fait que, je fais confiance à ça. Puis, bon, toi, tu es évaluateur agréé de formation. J'avais checké que tu avais encore ta licence. Puis, c'est pas dur, tu vas solliciter. Mais c'est des affaires qui prennent 2 minutes. Puis, il y a tellement d'histoires là, de j'ai perdu mon argent, puis mon conseiller financier n'était pas inscrit à l'AMF. Comme ça prend 2 minutes d'aller checker si la personne est inscrite. Là. Fait que, dans ton cas, tu n'es pas inscrit à l'AMF. Mais je suis content que tu me confirmes que de garder mon titre, ça m'aura servi au moins à quelque chose. Ça aura servi à quelque chose. Ça va avoir été rentable, tu vois. C'est ça. Ouais. Fait que oui, mais c'est ça, j'ai fait un due deal. D'abord, c'est la personne. Ensuite, on regarde les deals que oui, quand il se présente une opportunité. Tu regardes quoi, ces chiffres? Qu'est-ce qui t'importe, toi? Qu'est-ce qui m'importe, ces chiffres? Bon, j'ai beau être un gars de chiffres. On rentre dans une grosse discussion. Ouais. Oui, puis non, parce que, j'étais un gars de chiffres. J'ai étudié le chiffre pendant 5 ans à l'université. Puis, je trouve qu'il y a tellement de monde qui ont tellement de critères trop compliqués. Puis ça, c'est mon takeaway de comptable. Je suis comme des ratios à pu finir, puis des... Premièrement, c'est quoi mon objectif? J'ai 39 ans. J'ai un horizon assez long, parce que moi, mon but, c'est pas de ressortir... j'ai pas besoin de cet argent qu'on refinance demain pour payer mon hypothèque. J'ai un revenu. Fait que moi, j'ai un horizon long terme. Quelqu'un qui a un horizon court terme va avoir d'autres critères que les miens, puis c'est normal. Mais moi, ce que je veux surtout, c'est de trouver des immeubles qu'on est capable d'augmenter la valeur. Parce que sinon, on peut s'acheter des immeubles buy and hold. On n'a rien qu'à checker le cap rate, on va savoir, avec le taux d'endettement, on est capable de savoir c'est quoi le rendement qu'on fait. C'est pas vraiment dur. Mais bon, tu l'as dit, le marché est compétitif. Il n'y a pas énormément d'argent à faire dans le buy and hold présentement. Fait que nous, on cherche plus des immeubles où il y a une plus-value à aller chercher. C'est du buy and hold, mais mettons, on ajoute le mot optimisation dans le sens qu'on ne revend pas. On va vraiment, c'est du buy and hold refinancement. Là, c'est justement, Bigger Pocket, c'est quoi? Il dit le BRRR. B-R-R-R. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. Buy, rehab, refinance, repeat. Exactement, c'est ça, exact. Fait que, c'est un peu cette méthode-là que nous, on cherche. Fait que, moi, je me dis, si on veut refinancer en dedans de 5 ans, il faut qu'il y ait au moins un 20% de plus-value qu'on est capable d'aller chercher dans l'immeuble. Fait que les loyers sont-ils en dessous du marché? On est capable d'optimiser les dépenses? On est capable de payer l'immeuble en dessous de la valeur d'un marché pour X, Y, Z raison? Mais, nous, dans notre cas, ça a beaucoup été les revenus sont plus bas que le marché. Puis, bon, je sais qu'il y a du monde qui sont plus agressifs, moins agressifs. C'est correct.
moi, je suis pas vraiment de l'école à mettre du monde que ça fait 30 ans qui habite là dehors. Tu sais, un immeuble au Québec, ça a un taux de roulement d'à peu près 15-20 %. Fait que logiquement, au bout de 5 ans, tu as un 80 % de tes locataires qui vont naturellement avoir roulé. Bon, ça, c'est une moyenne. Là. Mais tu dis, OK, si mes loyers sont 20 % en bas du marché, en dedans de 5 ans, j'en ai. Ils ont quasiment tout roulé. Fait on est capable juste avec le roulement naturel, de remettre les loyers au prix du marché, des fois de faire des petites améliorations locatives ou d'optimiser les dépenses. Mais moi, c'est surtout ça que je cherche. Après, on peut calculer des cap rates là, à l'acquisition, puis des cap rates visitées. On peut tomber dans des métriques à pu finir. Mais moi, c'est ça ma métrique. C'est comment qu'on va faire pour, dans 5 ans, être comme quasiment sûr qu'on va le refinancer puis que je vais être capable de reprendre mes billes. Naturellement, sans trop forcer. Naturellement, sans trop forcer. Quelqu'un qui fait du cash for keys, puis il y en a, puis ils ont le droit. Là, moi, je ne suis pas là pour juger. Mais quelqu'un qui fait du cash for keys, c'est sûr qu'il veut un retour plus rapide que ça. Par contre, il y a des coûts d'acquisition plus élevés, il y a des risques plus élevés, il y a des. Ça vient avec, le risk-reward, il faut qu'il s'ajuste. De ton côté, en tant que gestionnaire, je veux dire, il y a une manière éthique de faire les affaires aussi. Tu n'iras pas faire ton cash for keys, toi, en tant que gestionnaire qui gère. Qui gère énormément de portes. Là. Il y a une réputation à garder, tout ça, puis c'est super important, surtout en 2026, de faire attention à sa réputation. C'est ça, au niveau financier, au niveau... tu ne veux pas ta face dans le journal. Là. Non, c'est ça. Exact. Veux pas, parce que la SCHL sont vraiment à cheval là-dessus, puis tu ne veux pas te faire une réputation non plus de spéculateur, puis de Renault Victor. Là, on entend moins parler de ce temps-là, parce que justement, les Renault Victor se sont calmés, mais il y a tout cet enjeu-là aussi. Là, puis ça va avec le fit, puis la philosophie entre l'investisseur puis le groupe qui est actif. Moi, je me suis fait dire, par d'autres partenaires, moi, je veux pas qu'on mette du monde dehors parce que c'est contre mes valeurs, puis tout ça, puis on est comme, c'est parfait, on est sur la même page, etc. Puis le bout de valeur, je pense qu'il est vraiment important. Quelqu'un qui m'aurait dit, moi, je fais du cash for keys, moi, j'aurais pas été à l'aise de m'embarquer là-dedans. Puis, si on avait un fit par rapport à ça aussi, de dire, toi, tu as été très clair dès le début, c'était comme, nous, on l'achète, on le sait que les loyers sont en dessous, puis quand les locataires, ils partent, dans le fond, on les augmente à chaque année, c'est normal. En faisant une saine et bonne gestion, finalement. Exactement. C'était vraiment la clé, c'est d'identifier l'opportunité qui est en dessous du marché au niveau des loyers là, dans le cas qu'on a acheté. Comme tu dis, ça prend toute une machine là, en 2026. Ça a l'air facile, mais trouver l'immeuble qui est pas trop cher, en bas, les loyers pas chers. Ça a pris beaucoup d'efforts pareil, puis des fois, ça ne peut pas payer pendant 6 mois. Exactement. Ça fait partie de l'expertise de connaître ton marché aussi, l'identifier celui-là que les revenus sont en bas du marché. Puis, ça devient facile, tu envoies à répétition, là, on est capable facilement d'identifier c'est lesquels, en regardant les chiffres, mais ça demande quand même. Exact. Quand il y a un immeuble qui arrive sur Centris aussi, Yann, je ne nommerai pas, mais la semaine passée, il y en a eu un. 9 logements, je pense. Il y a eu 41 offres. Tout le monde. Colin, c'est pas la même affaire. Là, que quand t'es. Même dans leur marché, des fois, il y a plusieurs personnes autour du deal. De là, l'importance de miser sur la prospection et tout ça. Exactement. Mais ce que je trouve drôle aussi, c'est que toi, tu es un comptable, tu connais vraiment bien les chiffres. Puis pourtant, tu es le gars qui nous dit, regarde, on a le cap rate, OK, le tri, le rendement courant. C'est pour ça que je te dis, qu'est-ce que tu regardes, toi, en tant que comptable? Là, dans le fond, tu me réponds, c'est surtout au niveau de la prise de valeur et tout ça. Mais le taux de rendement interne, le rendement courant, tu les regardes. Pas bien, okay, c'est quand même particulier parce que quand on présente un deal à des investisseurs, c'est beaucoup là-dessus qu'on focus, parce qu'on présume que c'est ce que les gens veulent voir et tout ça. Moi, ce que je trouve drôle, c'est d'aller checker des forums sur Reddit, mettons. Puis là, tu as du monde là, qui t'ont des dissertations sur des affaires, puis t'es comme. Non, c'est plein d'inexactitudes. Parce que je le sais parce que je suis formé là-dedans. Puis. T'es comme, voyons, on n'envoie pas une fusée dans l'espace, là, on achète un bloc. C'est ça. Fait que, puis sinon, une autre affaire que je regarde, puis ça, c'est plus dur à comparer, mettons, mais
bon, plus c'est bien théorique financier ce que je vais dire, mais tu sais, le S&P 500, ces 50 dernières années, il fait à peu près, je sais pas, 9,5-10% par année. T'sais. Bon, l'autre, un frais de gestion. Tu vas avoir un rendement espéré de 8-9%. Ça, c'est malade, là. J'ai investi, là, je tape sur mon écran, là, clac, ça se fait. Aucun effort, j'ai pas de jamais gestion, d'effort. rien. Non, je peux faire ça dans mon divan chez nous le soir. Puis, fait que, bon, ça, moi, je me dis, bon, moi, j'ai une bonne tolérance au risque, de toute évidence. Mais tu sais, je me dis, OK, si je fais rien pantoute, j'ai un rendement espéré de 8-9% dans quelque chose de super diversifié qui fait 8-9% en moyenne par année depuis 50, quasiment 100 ans, tu sais, de données qu'on a. Fait que, là, mais tu sais, l'immobilier, tu achètes un bloc, parce que, tu sais, nous, c'est pas un fonds, là. Tu sais, toi, t'as pas un ou des fonds immobiliers. Tu sais, on achète On est deux propriétaire immeubles de cet spécifiques immeuble-là, ouais. à la pièce. Fait que là, mais tu sais, t'es concentré dans un marché, t'es concentré dans un immeuble, t'es concentré dans une ville. Le T'sais, risque. Le risque augmente. tu sais. Mhm. Puis c'est pas vrai que c'est. Tu sais, même si j'investis passivement, il a quand même fallu que j'aille chez le notaire. Tu sais, Ouais. Il fallait que tu signes une couple de documents. il a fallu que je signe des documents. Tu sais, je dis pas que c'est beaucoup de job, mais Non. c'est plus de job qu'acheter mon S&P 500 sur mon Il y a écran. une prime de risque que tu vas aller vouloir chercher pour ces raisons-là aussi. Exactement. Fait que, tu sais, je pense que c'est raisonnable de chercher un rendement de. Tu sais, là, je veux pas donner un chiffre, mais tu sais, plus que le. Tu sais, dans le fond, je l'ai dit un peu. Tu sais, Une t'as le vingtaine de- une S&P, vingt- 15, je pense 20%, c'est ça. normal. tu sais. 15-20%, je pense que c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on. Ouais. Oui, puis tu sais, plus risqué que ça encore, c'est carrément d'acheter une entreprise. Puis le monde qui achète des entreprises, ils vont chercher souvent un revenu ou un retour de 20% en montant parce que tu sais, une business, c'est plus C'est au risqué fait, qu'un C'est immeuble. plus actif aussi. C'est puis ça plus prend actif du temps, aussi. puis c'est ça. C'est ça. Fait que je pense que tu sais, l'espèce de sweet spot, c'est un genre de 15-20%. Parce Mais que c'est, sur une fourchette de risque, ben, tu es plus risqué que la bourse, un petit peu plus actif que la bourse, quand même moins pire qu'une entreprise opérante, tu sais, comme ta compagnie de gestion de gestion immobilière. Mais ce 15-20%-là, c'est quoi? Le tri, le taux de rendement? Tu sais, il y a ça aussi. Là, tu sais, il y a tellement de façons de calculer le rendement. Ouais. Tu sais, Ouais. pour moi, le vrai rendement, c'est comme le rendement, là, les trois... Le retour sur ton investissement, dans le fond. Ouais, ben tu sais, dans le sens, tu vas calculer, mettons, le cash flow. OK, il n'y en aura pas nécessairement beaucoup parce que tu as un modèle d'affaires comme ça. Capitalisation aussi, puis prise de valeur. Moi, c'est comme ces Mais dans trois notre cas, éléments-là. Oui, mais dans mon cas, il y a le bout du refinancement. Ouais. Fait que, tu sais, je me dis, OK, comme tu dis, du cash flow, il n'y en a à peu près pas. Tu sais, fait qu'on on arrive break-even avec une petite marge là, saine. Puis, fait que, tu sais, je me dis, OK, tu sais, mettons, je mets 200 000 aujourd'hui. Bon, notre target, c'est que dans 5 ans, je récupère mon 200 000. tu sais. Fait que, puis après, on se dit, ben, mettons, on garde l'immeuble un total de 10 ans ou 20 ans. Tu sais, un coup qu'on l'a optimisé, il va prendre un 2-3% On voit une par progression année. normale. Là. Plus l'hypothèque qui se paye à chaque année. Fait que, tu sais, la progression normale, tu vas aller chercher un genre de peut-être 8. Là. Écoute, ça fait longtemps que je ne l'ai pas calculé. Là, mais tu sais, si tu dis l'immeuble, il prend entre 2 et 3% par année, un coup qui est optimisé. Une fois qu'il est optimisé, tu parles de rendement Ouais, vite, un coup qui quand est c'est optimisé. son air d'aller. Oui. Fait que, mais moi, je me dis, mais, si j'ai repris toutes mes billes avant, ben, je mets tout ça dans mon fichier Excel, je calcule ça. Puis... Mais dans mon cas, dans le cas de ce qu'on fait, nous, ensemble, c'est le refinancement au bout de 5 ans qui Mais dans le est sens, intéressant. c'est Parce que là, déterminant. j'ai 50% d'un immeuble. Si j'ai mis 50% du cash, ou 100% du cash, excuse, mais tu sais, j'ai 50% d'un immeuble, j'ai repris toutes mes billes, puis l'immeuble, après, il se paye tout seul Mais pour prendre la valeur tout seul. c'est un bon point, mais il faut faire attention aussi parce que il y a la prise de valeur, c'est une chose, puis le financement, c'est une autre chose. Ouais. C'est pas parce que tu retrouves tes billes. Tu sais, je te donne un exemple farfelu. Mettons, tu finances l'immeuble à 100% dans 5 ans. Je retrouve mes billes parce que j'ai pris plus de levier. Ouais. Fait que ça c'est à considérer de la Ouais. part des investisseurs parce que, OK, tu me redonnes mes billes, mais t'es-tu allé financer l'actif à 100%? Non, Ben, ça, c'est là, un point, puis je tu ne sais, l'ai pas dit. Tu sais, comme c'est un given dans ma tête qu'il ne faut pas que c'est parce qu'on a changé le taux Exact. d'endettement. C'est tu ça. sais. Fait que mettons qu'on a financé à 80%, c'est un refinancement à 80%. Parce que sinon, comme tu dis, tu as créé. Mais c'est mécompris là, chez les investisseurs un peu cette notion-là, quand on le voit quand que nous, on explique bien les choses puis tout ça, mais tu le vois qu'on se fait poser des questions, etc.
Fait que c'est quand même. C'est ça. Fait que c'est pour ça que le rendement, au final, on revient à ce qu'on disait tantôt, c'est la prise de valeur. Mais tu sais, c'est pour ça que je te demande le tri, tu regardes ça parce que le tri, c'est un calcul qui tient compte du réinvestissement constant des sommes et tout ça. Fait que moi, je trouve que c'est pas un bon indicateur. Le tri, je le présente tout le temps. Parce que, moi, le tri, je le regarde pas. C'est ça. Parce que C'est pas même que tu vas l'opérer, ton immeuble, Exact. finalement. Non, c'est ça. Faut que tu y ailles. Moi, c'est des. Tu sais, dans le fond, c'est de l'actualisation de cash flow que je fais. C'est, tu sais, moins 200 000 en 2026, plus 200 000 en 2031. Tu ramènes ça à la plus simple expression au final. Oui. Parce que, tu sais, je trouve que c'est une business simple, l'immobilier. C'est une business comme très normalisée. Tu sais, quand tu fais des financements... Content à complexifier aussi, des fois, un peu... content à complexifier pour des raisons... Oui, un peu pour rien. Tu sais. Là, c'est sûr, après, la structure du deal... Non, c'est ça, mais tout le calcul financier, au final... les tris, les ci, les ça. Il y a beaucoup de choses qui sont enseignées aussi. Puis c'est correct d'aller dans le fond des choses. C'est important de parler le langage. Ouais, puis en fait, le pourquoi que je suis capable de ramener ça. Moi, dans mon cas, comme j'ai dit, j'ai étudié 5 ans chiffres à l'université. Après, j'ai écouté des centaines et des centaines d'heures de Bigger Pockets. Je suis capable de le ramener à une logique. Puis le proprio podcast aussi, j'imagine que ça a fait une grosse différence dans ton processus. Yes. Ben, puis ton autre podcast. La bulle immobilière. La bulle immobilière. Puis, c'est que je suis capable de le ramener à une logique simple parce que, je pense que je comprends assez la mécanique financière en arrière. Puis, je pense... En tout cas, moi, si je ne comprenais pas cette mécanique-là, je ne serais pas tant à l'aise d'investir passivement. Mais si tu ne comprenais pas, tu te poserais tellement moins de questions que finalement, peut-être tu seras... Il y en a qui sont à l'aise aussi parce qu'ils ne maîtrisent pas ce volet-là. Puis ils font juste signer en bas de la page. Il y a un certain... ils vont regarder d'autres choses, mais... Ils font confiance peut-être un peu plus aveuglément. Là. Rendu là, c'est ça. Tu le comprends tellement que... C'est parfait, là. Oui, mais tu sais, je pense aussi, ceux qui vont chercher trop de mesures financières, je pense que c'est une incompréhension. C'est soit tu es plus calé que moi, parce qu'il y a du monde plus calé que moi, ou bien tu comprends pas assez la logique. Fait que là, tu essaies de te rattacher à des indicateurs qui sont pas toujours adaptés à la réalité de ton deal à toi puis ta situation à toi. Mais c'est vraiment, vraiment bon ce que tu dis, parce que, tu sais, moi, quand je présente une opportunité, c'est sûr que je le mets, là, le tri, je le mets, le TGA, puis, tu sais, sauf que je le dis aux gens, je dis, regarde, on a un tri de ça, je dis, mais tu sais, moi, je l'explique tout le temps, tu sais, c'est pas des mesures sur lesquelles je me fie tant que ça. Tu sais, j'essaie de justement réduire un petit peu. Ton TGA, l'acquisition, ça, il veut dire quoi dans un immeuble que tu optimises? Il veut absolument rien dire. Tu sais, dans le fond, il actualise tes cash flows selon les revenus actuels de l'immeuble. Toi, tu dis, ouais, mais moi, je pense que les immeubles, ça sert strictement à rien. Le TGA à l'acquisition. Encore, pour le financement, si le TGA ne marche pas, il ne passera pas au financement de l'immeuble. Fait que tu en as besoin. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il y a c'est un outil d'évaluation. C'est tout. C'est pas un outil d'analyse d'investissement. D'un immeuble stabilisé. Ouais. Ben, c'est ça. Si tu achètes un immeuble ultra stabilisé, là, je te dirais, OK, là, j'y regarderais les TGA. Mais dès qu'il n'est pas stabilisé, il peut être 2 de TGA, mais je m'en fous. Dans 6 mois, l'immeuble va avoir pris 20-30% de valeur, mettons, exemple. Parce qu'on en crée de la valeur. On est tous des gens autour de la table qui créent de la valeur parce que sinon, ces immeubles-là, on ne les achèterait pas. C'est ça. Mais il y en a des immeubles qui sont stabilisés puis qui ont des acheteurs pour parce qu'il y en a qui c'est ça qu'ils cherchent. Ben oui. Eux autres, ils vont leur regarder le TGA puis ça va faire du sens. Puis peut-être qu'à 60 ans, où ce que là, je vais avoir moins de temps en avant de moi, je vais être, je pense que la réalité, ça change là, dans ta vie d'investisseur. Peut-être qu'à 60 ans, je vais vouloir des immeubles stabilisés, de dire, ben ça, moi, tout ce que je veux, c'est un cash flow récurrent parce que, ben là, je vais vivre sur ma retraite. Fait que, je pense qu'il y a des acheteurs ou il y a des immeubles pour chaque type d'acheteur. Là, ben, nous, on est fin trentaine, début quarantaine. C'est ce qu'on cherche. Je suis encore mi-30. Toi, t'es encore je vais avoir 35. Là, OK. Quand même, je vais avoir 40. Je m'en viens vieux. Toi, c'est pas poli de demander aux filles. OK. Écoute, est-ce que ça allait te dire quelque chose? Non, vas-y. Ben, on a beaucoup parlé, là, on a un peu démystifié le volet plus chiffre, tout ça. Mais on a parlé d'un élément tantôt, puis j'aimerais ça te ramener là, pareil. Le track record du groupe. À quel point, comme c'est important pour toi de... Ben, tu sais, pour moi, c'est la confiance.
ton track record, c'est ce qui fait que je suis confiant d'investir avec toi. On parle quand même de des grosses sommes. Là. C'est pas 1000$ ou 2 c'est pas j'ajoute 1000$ de Bitcoin. Fait que moi, c'est la confiance. Fait que, tu sais, un peu comme je disais tantôt, si j'investais avec, mettons, mon cousin ou mon frère, puis il disait, hey, moi, je veux me partir dans l'immobilier, ben je vais me baser sur, c'est mon frère, il me volera pas. Et si j'investais avec un inconnu, ben là, le track record devient... Puis tu sais, je pense que c'est comme un peu n'importe quel autre professionnel avec qui que tu choisis de travailler, tu sais. Je veux dire, si je fais affaire avec un avocat ou si je fais affaire avec un notaire, ben tu sais, je veux quelqu'un qui, tu sais, ça fait plusieurs années qu'il est dans le domaine, tu sais, idéalement, qui fait de l'immobilier, tu sais, versus si je vais me faire un testament, mais je vais vouloir un notaire, tu sais, qui est habitué de faire des testaments. Fait que le track record d'un investisseur actif comme toi, ben, c'est les deals que tu as fait dans le passé, puis d'être capable de montrer comment tu as créé de la valeur. Puis, regarde, parce que c'est une business, tu l'as dit, il faut la créer, la valeur. Là. Fait que, puis ça, c'est pas si simple que ça. De l'extérieur, ça a l'air facile, là, mais quand tu es dedans, c'est pas si simple que ça. Fait que d'être capable de dire, regarde, je l'ai déjà créé, cette valeur-là, je le sais, c'est quoi. Ben, moi, c'est ça qui me dit, ben oui, je peux investir avec Mike. Là. Puis moi, je l'ai vu dans ma propre expérience à moi. Je pense que le track record, c'est extrêmement important parce que, tu sais, comme tu arrives, tu n'as jamais fait une acquisition, là, c'est pas la même game. Fait que c'est pour ça que c'est quand même tough parce qu'il faut que tu commences à investir avec ton propre cash si tu veux montrer les dossiers, les immeubles que tu as achetés. À un moment donné, tu n'as pas le choix. Puis c'est en bâtissant ça. Fait que c'est l'inverse dans le fond. C'est que quand tu n'as pas d'argent, il faudrait que tu en ailles pour te starter, pour bâtir un track record. Après ça, là, tu en as, mais là, tu es comme, ben là, j'ai un track record. Fait que je peux me permettre d'aller chercher un volet partenaire. Puis tu sais, comme toi, Roxane, tu as un modèle d'affaires que tu as des partenaires, mais vous êtes un peu tous actifs. Oui, on est tout mais actifs. Tu sais, en même temps, toi, tu as un méchant beau track record. Demain matin, tu décides de vouloir embarquer des partenaires. Crime, tu as tout ton track record que tu as bâti de manière active aussi que tu peux présenter. Là. D'après moi, elle va m'écrire. Moi, j'ai pas fait ça encore. Moi, j'ai pas fait ça encore. J'ai pas fait de projet avec des partenaires passifs. On a tout le temps été comme... C'est quelque chose que tu veux faire à un moment donné? Ou... Possiblement. Ouais. Encore une fois, c'est une question d'opportunité et de qu'est-ce qui se présente, mais on a tout le temps été égal au niveau capital aussi. Puis, moi, ça a bien fonctionné comme ça, mais c'est sûr que j'arrive avec un deal demain matin puis que finalement, il fait tout son sens, mais que c'est pas un bon timing au niveau du capital, bien, je vais chercher ça ultimement, là, c'est sûr et certain. Là. Oui. Puis, comme tu dis, parce que tantôt, tu parlais des différents modèles. Si, mettons, vous autres, vous êtes 4, puis les 4 ont un rôle, ils amènent une partie du temps, une partie de l'expertise, une partie du capital, mais là, tu vas avoir plus un split 25-25-25-25. Exact. Fait que c'est... Puis des modèles de même, tous les modèles sont bons, là, exactement. Puis le timing est important parce que, on en parle là, du capital, du temps, puis de l'expertise, mais t'as bien beau avoir tout ça, mais des fois, le timing n'est pas là, puis tu vas arriver dans un autre moment, puis ça va l'être. Fait que c'est une question de ces facteurs-là, mais au moment où l'opportunité se présente aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parfait. Fait que là, on a parlé du avant l'investissement, du un peu pendant qu'on regarde le deal. Mais là, une fois qu'on est en opération, ça fait 6 mois, 1 an, on a un immeuble, t'es investisseur dans un deal, que ce soit avec nous autres ou avec quelqu'un d'autre. Au niveau du reporting, c'est quoi que tu veux voir à chaque mois, à chaque année, puis à chaque 6 mois? Qu'est-ce que tu veux? Nous, c'est quelque chose qu'on... enfin, c'est une question qui est pertinente à te poser pour nous parce qu'on veut savoir de quelle façon présenter l'info, la meilleure façon à l'investisseur à travers les mois et les années par rapport à l'investissement. Toi, qu'est-ce qui t'importe? Qu'est-ce que tu veux voir? Moi, je veux pas un package à tous les mois. Parce qu'il y a un coût aussi à créer, à produire cette information-là. Fait que je veux pas nécessairement un package à tous les mois. Nous, on s'entend, tu achètes un immeuble, c'est des projections là, qu'on a. On espère augmenter les revenus. Ça ne veut pas dire qu'on va suivre la ligne qu'on s'est faite. Mais je veux qu'on soit sur la bonne voie. Puis, dans l'immobilier, là, les revenus, tu les connais, c'est des beaux 12 mois. Dans le résidentiel, comme nous autres, on a. Fait que
sais, je vais vouloir voir, on a-tu une progression de revenus à chaque année, tu sais. Bon, moi, souvent, tu vas me le dire, il y en a un qui est parti, tu sais, fait qu'on est content, on est capable d'augmenter. Ouais, c'est ça. Ça, c'est plus de façon informelle. Un petit texto, hey, à départ, ouais, on a reloué telle affaire. Exactement. Là, ouais. Fait que, tu sais, la courbe des revenus, elle suit-tu, tu sais, pour qu'on arrive au bout de 5 ans, puis après, ben, tu sais, les dépenses, on tombe-tu à l'intérieur de quelque chose qui est raisonnable? Parce que tu sais, sinon, ça va être souvent des plus grosses dépenses, là, tu sais, comme du gros, des gros entretiens, mais ça, tu sais, dans le contrat qu'on a, il faut s'en parler. Fait que encore, peut-être que je suis trop high level, mais moi, dans ma tête, c'est comme tellement normalisé. Tu sais, un immeuble, tu vas payer quoi? Des assurances, les taxes, la gestion, tu sais, c'est toutes des dépenses qu'on connaît dès le départ. Fait que, tu sais, la gestion, ben, on le connaît, le frais de gestion. Donc autrement dit, si tu veux être informé dès qu'il y a un imprévu, quelque chose qui provenait sortir du cadre, puis tu sais, t'es-tu du genre à dire, OK, on veut on veut avoir un portrait de la nouvelle valeur à chaque année, tu sais, sans dire qu'on mandate nécessairement une firme, mais tu sais, qu'on fait un calcul, tu sais, qui est censé, qui dit, garde, l'immeuble vaut tant, on est on track sur l'objectif, tu sais, qu'est-ce que... Moi, non. Je pense que tu sais, il y en a qui vont... En fait, prends que moi, non, parce que je suis capable de le calculer. Tu n'as pas besoin d'être assuré, autrement dit, parce que tu comprends vraiment bien l'investissement. Peut-être que d'autres qui ont peut-être un peu plus besoin d'être assurés, donc d'avoir un peu plus de reporting. Il y a peut-être ça qui vient jouer aussi. Hein. Fait que, tu sais, savoir combien l'immeuble vaut à chaque année, tu sais, ton immeuble, en réalité, tu sais à peu près combien tu vas être capable de le refinancer. Fait que, tu sais, oui, ça peut être intéressant, mais tu sais, tant que tu n'as pas l'intention de le vendre, tu ne sais pas vraiment comment il vaut ton immeuble. Puis là, présentement, le marché, tu l'as dit, à 40 personnes sur un deal qui arrive centré. Ça, mais en même temps, est-ce que c'est parce que le marché était bon ou le courtier, il a dit crème, on va générer une surenchère comme on veut dans Je pense que le vendeur, il s'attendait à moins puis qu'il était agréablement surpris. Peut-être aussi. Sauf que tu sais, le courtier, lui, c'est un peu sa job pareil de dire, écoute, on va venir mettre un prix X. Tu sais, est-ce que, là, je parle, il y a cette opportunité-là, mais est-ce que c'est quelque chose, puis là, je ne vous pose pas la question, je lance la question dans les airs. Est-ce que c'est quelque chose que les courtiers commencent à faire dans le multi, de vouloir générer une surenchère? Parce que ça, dans l'unifamilial, on le voit. Ouais. Est-ce qu'on commence à voir ça dans le multi? Tu sais, je lance la question. Je ne sais pas si Roxane a une opinion là-dessus, mais moi, je n'en ai pas. Là. Je pose la question, là, mais... Mon nombre d'immeubles que je vois listés très, très, très cher sur le marché... Ouais. Ça, c'est rare qu'on voit pas cher, c'est ça. Exact. Fait que, écoute, super. Puis, il y a un autre point qu'on jasait dans la pré-entrevue, c'est que tu disais qu'on pense que quand on a de l'argent à investir, on pense que c'est facile de trouver ou d'un groupe avec qui investir, mais puis à l'inverse, quand on est investisseur, on pense que c'est dur de trouver l'accès au fonds quand on est investisseur. J'allais dire quasiment qu'on pense que c'est facile. Ouais. Parce que des fois, on voit sur Facebook ou dans les différents clubs de formation, si tu as le deal, là, tu vas trouver les fonds. Ça tombe du ciel. Là. C'est ça, tu vas trouver les fonds. Puis là, tu te rends compte des fois, OK, ouais, j'ai le deal, mais là, crime, d'où il y en a qui font des posts Facebook et tout ça. Puis là, finalement, ouais, mais ton deal, il est peut-être pas si bon, il est peut-être si... la personne, elle m'avait dit, oui, j'ai du cash que je veux investir, puis là, finalement, hop, tu l'appelles, c'est peut-être pas un bon timing, tu sais. Fait que des fois, ça devient plus difficile. Mais toi, c'était l'inverse. Toi, tu voulais investir, puis tu disais, c'est pas parce que j'ai 200, 500, 100 000 à investir que c'est si facile que ça d'aller trouver quelqu'un avec qui l'investir, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui va faire bien les choses, etc. Ben, je pense que c'est... Tu sais, tu dis, là, mettons, tu as le deal, puis... C'est vrai, tous les gourous de l'immobilier vont te dire trouve le deal, puis l'argent, ça vient tout seul. C'est pas faux. C'est juste que définis-moi un deal aussi. Oui, mais ça se prépare aussi. Ouais. Parce que c'est pas parce que, mettons, j'arrive avec le deal du siècle, puis là, je dis, hey, Roxane, investis avec moi, tu sais, elle me connaît pas. Elle va-tu dire, hey, ben oui, Pat, voilà 200 000, tu sais. Fait que je pense, tu sais, ça se prépare. Fait que c'est pas parce que, hey, tiens, j'ai 200 000 dans mon compte puis je suis prêt à l'investir que demain matin, tu vas trouver un deal, tu sais. Il va falloir que tu rencontres du monde. Il va falloir que tu établisses une relation de confiance. Il va falloir que, le timing, tu sais, il va falloir que la personne... Tu sais, t'es quand même quelqu'un qui en fait beaucoup. C'est pas parce que tu sais, mettons, je t'appelle aujourd'hui, puis même si on se connaît, je t'appelle, puis je te dis, hey Mike, j'ai de l'argent placé. Là. Ça veut pas dire que tu as un deal là pour moi. Non, c'est ça. Ça, c'est des choses qui se préparent d'avance. Puis, exactement. On est dans un domaine, dans tout un monde de relations. Là. Fait que
faisons aller nos relations puis créons des liens avec les gens avant d'en avoir besoin parce que c'est ça qui va faire la différence quand tu vas en avoir besoin, que ça va répondre au bout du fil puis tu vas réussir à trouver ce que tu cherches finalement. Là. C'est ça. Fait que c'est pas si facile parce que, ben tu sais, souvent, toi, exemple, tu as déjà ton groupe d'investisseurs. Fait qu'avant de rentrer quelqu'un d'autre, il y a bien des chances que tu appelles tes investisseurs actuels, tu dirais, j'en ai un nouveau, ils vont intéresser. On les privilégie tout le temps un peu versus embarquer quelqu'un de nouveau. Là, c'est normal. Tu vas vouloir travailler avec quelqu'un avec qui tu as déjà travaillé avant de travailler avec quelqu'un de nouveau que tu connais pas, que ça se peut que ça n'aille pas si bien que ça non plus, là, parce que je suis sûr que toi aussi, tu as probablement des mauvaises expériences de gens, d'investisseurs qui sont arrivés puis que là, ils n'arrêtent pas de poser des questions ou ils n'ont pas compris que l'argent ne revient pas demain matin. Ils sont comment l'immobilier? Je vais être riche. Ça, vous l'établissez au départ, par exemple, qu'il n'y aura pas de sortie avant X temps, à moins que les deux s'entendent, j'imagine. Mais c'est ça, quand on présente un projet, nous, on dit notre expectative de retour de la mise de fonds, on pense que ça va être quand. Fait que ça, on le dit déjà là. Puis, c'est ça, justement, un point que tu amenais, toi, en pré-entrevue, Roxane, c'est que c'est quand on récupère la mise de fonds, donc le refinancement, ça, c'est une chose, une espèce d'exit, mais c'est quand tu veux sortir du deal aussi. Tu sais, toi, Pat, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Tu vas retrouver tes fonds, mettons, en dedans de 5 ans, ça, on l'a dit, mais tu sais, comme... C'est quand tu dois sortir, tu investis pour... est-ce que dans 5 ans, tu veux sortir puis vendre tes parts ou tu veux rester là 20 ans? C'est quoi un petit peu... Ben, tu sais, si on vend, on va falloir payer de l'impôt. Il y en a qui disent vendre, c'est s'appauvrir, là, c'est un peu ça, à cause de l'impôt. Là. Fait que, tu sais, moi, je suis pas nécessairement... Bon, puis encore, ça, c'est Pat qui a 39 ans. Pat à 60 ans aura peut-être une autre histoire, tu sais, mais... Présentement, moi, je me dis, ben, on va refinancer, puis après, je peux bien le garder, on peut bien le garder un bout. Puis, probablement qu'un jour, je vais dire, ben, j'ai le goût de faire d'autres choses avec cet argent-là, puis de la monétiser. Mais, moi, je suis sur un horizon quand même assez long terme parce qu'il me reste probablement une vingtaine d'années à travailler avant ma retraite. Fait que, ça, c'est si l'intelligence artificielle ne vole pas tous nos jobs et qu'on ne devient pas des humanoïdes robots. Mais là, je ne veux pas nous amener sur un autre débat. Yes. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que toi, dans les prochaines années, tu te vois-tu comme réinvestir des sommes? À quel niveau tu vois ta progression immobilière? Est-ce que tu pars avec ça puis tu bâtis sur le capital qui est là? Ou tu veux continuer à... C'est quoi ta vision par rapport à ça? Ben, moi, j'aimerais ça en acheter d'autres. Quand quelque chose va bien, tu veux continuer. c'est juste logique. Fait que j'aimerais ça en acheter d'autres. C'est sûr que quand on va refinancer, il y a des bonnes chances que je vais vouloir redéployer ce capital-là en immobilier. Là. Mais oui, continuer à grossir le portfolio. Moi, je trouve à l'intérieur mettons, de mon portfolio d'investisseurs, ça amène une diversification qui est intéressante parce que quand la bourse tombe. Et as-tu des investissements dans les entreprises privées, mettons, qui est hors bourse, oui? Oui, j'ai. Ça ressemble à quoi, mettons, sans nécessairement rentrer trop dans le détail, mais tu sais, c'est. Parce que donc tu as une très belle base de comparaison. Tu as de la bourse, tu as de l'entreprise, puis tu as de l'immobilier, mais peux-tu me parler un petit peu, c'était pas nécessairement prévu, mais du volet en entreprise? Ben, moi, dans le fond, je suis actionnaire de la compagnie pour laquelle que je travaille. Puis, on n'est pas une entreprise cotée en bourse. Okay. Fait que, j'ai un volet qui est ça, avec, toute une structure de convention d'actionnaires, puis de... bon, puis ça, c'est une société opérante, puis c'est ce qui m'occupe 40 heures semaine, même un peu plus des fois. Ouais, j'ai un volet bourse, puis j'ai un volet d'immobilier. OK. Puis écoute, en terminant, aurais-tu des conseils à donner pour ceux qui débutent, autant en investissement... en investissement passif, mais même actif dans le monde financier. Aurais-tu des conseils à donner? C'est une bonne question, ça. J'ai des conseils à donner. Le disclaimer, c'est pas des conseils officiels. C'est une bonne... c'est sûr qu'on a peut-être fait le tour aussi à travers l'épisode, dans le sens, on a parlé de tout ce qui est track record, de bien vérifier cet aspect-là. J'imagine que c'est un peu ça, avant d'investir passivement, d'étudier le groupe, de connaître un peu le deal, le marché,
Donc, être capable d'étudier le deal que tu te fais présenter aussi. Oui, je pense. Ben, tu sais, un conseil que j'aurais, c'est, tu sais, même si tu es investisseur passif, il faut que tu aies une connaissance minimale de l'immobilier. Tu sais, comment que les immeubles sont évalués, comment que les immeubles sont financés. Tu sais, si tu comprends pas ça, tu es quand même à risque parce que là, ben, tu sais, le volet, là, tu contrôles plus rien. Là. Si tu n'es pas apte de porter un jugement critique sur le volet financier, tu contrôles pas la gestion de l'immeuble, puis tu comprends pas les finances. Là. Fait que, moi, je dirais, tu sais, il faut minimalement se former en immobilier. Mais j'imagine que pour toi, étant quand même relativement analytique, le fait d'avoir passé par là puis de l'avoir de comprendre la mécanique, de l'avoir essayé par toi-même d'acheter un immeuble que c'était pas pour toi, c'est surtout ça qui t'a amené à l'investissement passif. Parce que pour avoir fait ce cheminement-là, probablement que tu mettrais peut-être pas tes billes en immobilier aujourd'hui. Peut-être pas, tu sais. Puis j'ai appris beaucoup dans ce cheminement-là. Tu sais, j'ai vu c'est quoi acheter un immeuble, j'ai vu c'est quoi gérer un immeuble, j'ai vu c'est quoi vendre un immeuble. Parce que même vendre un immeuble, là, c'est pas si simple. Tu sais, les immeubles, ils partent vite. Encore, mais les immeubles sur le marché, ils partent vite. La PA se fait vite, mais il part lentement après. Ben, c'est ça, c'est vraiment long. Là. Ouais. Fait que tu sais, ben, d'un, te former. Tu sais, de deux, de bien connaître comme ta tolérance au risque, de comprendre que l'argent ne revient pas, parce que je suis sûr que tu as des investisseurs qui, même si c'est écrit sur le papier, là, ils ne figurent pas. C'est pour ça qu'on a des discussions aussi. L'illiquidité. Oui, c'est de l'illiquidité. C'est pour ça aussi, c'est ça. Tu sais, mettons, tu mets 100 000, il ne faudra pas que ça soit ton dernier 100 000, ton seul 100 000. Comme tu dis, la tolérance au risque, il faut que tu sois un peu plus easy-going. Tu m'enlèves les mots de la bouche, parce que mon autre conseil, c'était exactement ça. Okay. Si c'est ton seul 100 000, puis là, je veux pas sonner péjoratif en disant ça, mais si c'est ton seul 100 000, je suis pas sûr que l'immobilier passif est la bonne place à le mettre. Tu vas être trop stressé. C'est parce que là, tout dépend d'un seul immeuble que tu gères pas. Je dirais, c'est rien qu'un 100 000, tant qu'à ça, achète-toi-en un bloc à toi là, pour justement pour apprendre puis pour approfondir tes connaissances, dans le fond. Te faire les dents. Exactement. Puis, aussi parce que, ben, tu sais, un immeuble, tu as toujours un risque. Là. Genre, le toit, il arrive quelque chose, puis, tu sais, il y a un gros montant à mettre dessus, que malgré toutes les vérifications qu'on a faites, puis que tous tes experts sont passés dessus, tu n'es jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Ouais. Ben, tu sais, advenant qu'il y a un capital call, tu m'appelles et tu dis « Hey Pat, il faudrait repoter de l'argent. » Puis je sais que tu fais tout pour pas que ça arrive. Mais ça peut arriver. Ça nous est arrivé aussi, là, nous autres. Là, je veux dire, je le cache pas. Là. Fait c'est pas une mauvaise... Comme je t'ai dit, tu peux avoir tout bien fait. Puis moi, c'est ça mon qui fait que je dors bien la nuit. Je me dis, je fais bien tous mes devoirs. Je m'assure qu'on achète des immeubles de qualité. Je m'assure qu'on achète des immeubles bien situés. Je m'assure qu'ils sont en dessous du marché. Fait qu'on va être capable de les relouer assez facilement. Mais en bout de ligne, ça se peut qu'il arrive une bad luck, puis là, si t'as plus aucune autre scène, puis que là, tu as mis ça là, puis que tu attends 5 ans de le refinancer, ça, moi, je pense pas que c'est la bonne... Écoute, il y a peut-être du monde qui dorme bien la nuit. Ça serait de sauter un peu les étapes. Mais je pense que c'est de sauter un peu les étapes. Je pense que l'immobilier passif, c'est peut-être pour des gens qui ont un patrimoine un petit peu plus établi. Qui sont en mode diversification puis qui veulent avoir une allocation de leurs investissements. Exactement. Oui, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Hey, je pense que ça fait pas mal le tour. Un gros merci, Pat, d'être parti de ce sujet-là. Merci, Roxane. Merci à vous deux. Yes, sir. Merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. C'était un sujet, comme je disais en entrée de jeu, c'était pas si tabou que ça, mais c'est quand même quelque chose qu'on parle pas souvent. Donc, je pense qu'au Québec, on n'aime pas ça, parler d'argent. Exact. Il faut démocratiser. C'est un peu tabou, mais c'est tout à fait... c'est ça, il faut le démocratiser. Je pense que vous le faites bien. All right, merci. Merci.